faut appuyer sur tableau. Regarde au-dessus, la boîte de bas. Ah, bah, voilà. Bien, alors, en guise de préliminaire, j'aimerais revenir un petit peu sur le lien qu'on travaille ici, dans ce séminaire, entre, je dirais, technicité des concepts, la dimension technique des concepts, même si les concepts, comme l'a rappelé Nicolas, ne sont pas encore des outils, mais ils ont une certaine technicité, et puis la conceptualité des techniques, la dimension intrinsèquement conceptuelle des techniques. La technicité des concepts, elle se donne à sentir, elle se signale dans la définition étymologique du mot concept. Puisque concept, ça renvoie à une action plus qu'à une chose, c'est le fait de saisir avec, prendre avec. Donc il y a l'idée d'une saisie, je dirais presque qu'il y a la main dans le concept, plutôt que seulement la tête. Je trouve que ça se sent bien en allemand. Concept, c'est Begriff. Ça vient du verbe begreifen, donc signifie comprendre, mais greifen, c'est vraiment attraper. Griffe, ça m'évoque la griffe, mais ça, c'est peut-être juste une consonance, mais bon, tant pis, moi, je l'entends comme ça. Et donc, begreifen, c'est comprendre, mais ça a un sens différent que verstehen, qui signifie aussi comprendre. Donc on a un seul mot en français, mais verstehen, c'est comment dire, c'est se tenir, c'est comme stand in English, en anglais, faire au travers, par-delà, donc c'est se tenir par-delà un domaine, quoi. Verstehen, c'est je domine le domaine que je comprends. Alors que begreifen, comprendre au sens du concept, donc il y a l'idée de saisir quelque chose et d'une liaison qui est signalée par le B avec le avec, saisir avec, et cette liaison, elle est un peu mystérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire saisir avec qui? Alors souvent on dit, c'est un truc qu'on dit dans les cours de philo parce que ça mange pas de pain, c'est sympa, on dit un concept, c'est comprendre, c'est prendre avec soi. Mais est-ce que c'est se prendre avec, c'est prendre avec soi? Est-ce que c'est pas aussi avec les autres? Parce qu'on ne peut pas avoir un concept tout seul. Hein, est-ce que c'est pas aussi, comment dire, une saisie avec ce qui est saisi, hein, c'est-à-dire avec les choses, les instruments, etc. Donc, dans le concept, il y a une dimension je dirais, de sens plutôt que de signification. Bernard Stiegler a parlé à la fois de la philosophie et de la technique comme ceux qui tracent du sens plutôt que quelque chose qui vient découvrir des significations qui seraient déjà constituées. Et je pense que dans ce tracé du sens, il y a quelque chose comme le fonctionnement du concept. Il y a l'idée qu'un concept, ça fonctionne. Voilà. C'est pas très clair ce que je dis, je ne le comprends pas mieux que vous, mais c'est quelque chose qu'il faut sentir à travers les concepts qui sont si je me considère comme philosophe, ce sont nos outils de travail, pour le coup. Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que il n'y a pas de technique sans concept. Dit comme ça peut paraître énorme, mais ce que je veux dire, c'est que sans une technologie, on pourrait appeler ça une technologie, tout en laissant sa définition ouverte, mais sans une technologie qui pense les techniques, il n'existe pas d'objectivité des techniques et il n'existe pas d'objet technique à proprement parler. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extincteur, qu'il n'y a pas de poubelle, qu'il n'y a pas de table d'ordinateur, mais si je n'ai pas des concepts pour en parler, finalement,
est-ce que je n'ai pas un rapport avec ces techniques qui est de l'ordre disons, dans la pure utilisation, qui est de l'ordre de la transparence. Elles sont transparentes, c'est-à-dire qu'elles modulent mon comportement d'une certaine manière, mais je n'ai moi-même aucune prise, aucune saisie sur elles. C'est-à-dire que on serait dans le même rapport avec les techniques, peut-être que le poisson dans l'eau, donc l'eau qui fait que le poisson est ce qu'il est, qui le fait être ce qu'il est, mais en même temps dont il n'a, alors j'en sais rien, je ne sais pas si c'est, mais dont on peut dire qu'il n'a pas de prise lui-même sur l'eau. L'eau est plutôt le milieu pour lequel il y a un monde poisson, il y a un Umwelt poisson, comme ce concept qu'avait utilisé Victor Petit. Il y a un monde poisson grâce à l'eau, mais le poisson n'a peut-être pas de représentation de l'eau. Alors, ce que je dis là, de manière très générale, peut-être s'atteste dans l'histoire du mot technique. Ça, c'est quelque chose que je voudrais rappeler. L'histoire du mot technique. Enfin, je voudrais vous dire le peu que je connais, parce que je ne suis pas historien, je ne suis pas lexicographe, donc, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, en fait, quand on se demande depuis quand on dit la technique, puisqu'on travaille sur les concepts de la technique. Eh bien, en fait, alors si on met de côté le techné grec, qui est très large et qui recouvre aussi bien les arts, l'artisanat et ce qu'on appellerait les beaux-arts. Mais le concept de beaux-arts n'existait pas. Et d'autres techniques comme la rhétorique, la grammaire, etc. Je mets de côté le techné de l'Antiquité. Et je me demande quand est-ce qu'on commence à dire la technique. Eh bien, au début, en tout cas, le mot technique, il entre dans les langues européennes seulement à la fin du XVIIIe siècle comme un adjectif. On parle des termes techniques, où on parle de la qualité technique de telle œuvre d'art, et puis adjectif et non transitif, un nom transitif, c'est-à-dire on parle de la technique de X, au sens de la méthode de X, la facture, la perfection de réalisation d'une œuvre d'art, par exemple. On ne dit pas la technique, ni même les techniques, d'ailleurs on dit les arts. On dit la technique de, les techniques de. Et le mot de technique qu'on emploie, il vient moins du grec ancien techné que du latin moderne techna, qui signifiait en fait plutôt quelque chose comme artifice, fourberie, arnaque, tromperie, sophisme, mais aussi des choses qui se rapprochent des techniques du langage, des techniques de persuasion, les procédés rhétoriques, avec les sophismes, etc., avec une connotation péjorative. De ce terme, plutôt donc latin de techna, il y avait aussi un mot qui existait en français, qui est le terme de technie, qui aujourd'hui est désuet, qui n'existe plus, et qui signifiait la sophistication. Et il faut aussi rappeler que technologia, avant Beckmann, ça voulait dire l'étude et la classification des termes techniques. Donc ça avait rapport plutôt aux arts du langage, et c'était quand même le plus souvent péjoratif, c'est-à-dire en gros c'était l'étude du jargon, quoi. Donc super la technologie, bienvenue à l'UTC. Technologie, étude, sciences du jargon. Bon, blague à part, ça servait quand même pour les moines, par exemple, pour classer les bibliothèques, savoir ce qu'on mettait ensemble, quel principe de classement on adoptait. Et quand Diderot, d'Alembert et compagnie utilise le terme de technologie dans l'encyclopédie des arts et des métiers, en fait, il cite la technologie de l'abbé Grégoire, qui était un érudit qui
mettait au point des méthodes de classement des ouvrages dans les bibliothèques, etc. etc. Donc, d'où vient le mot « la technique » au sens où on l'utilise ici? En fait, il viendrait, je n'ai pas de certitude absolue, mais plutôt de l'allemand dit technique. Donc, je vous l'ai noté, dit technique. Et ce terme allemand dit technique, donc, qui désignerait le fait technique dans sa globalité, dans sa généralité, il apparaît, en fait, c'est très intéressant, dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le contexte de discussions entre philosophes et ingénieurs, mais il y avait aussi des philosophes ingénieurs, chez des gens comme Ernst Kapp. Donc Kapp, il était plutôt géographe, mais bon, il était aussi inventeur, qui est le premier à avoir écrit un bouquin qui s'appelle Philosophie der Technik, ébauche d'une philosophie der Technik. Des gens comme Dessauer, qui était un pionnier des rayons X. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, pour nous, c'est que la technique, quelque part, le terme « la technique », ou le concept, si vous voulez, est une invention de philosophes. C'est quelque chose qu'on peut dire, de philosophes ingénieurs, de philosophes en univers technologique. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que le terme technologie, alors cette fois-ci comme science des techniques, précède aussi l'usage du terme la technique, hein, comme si c'était le savoir des techniques qui avait posé les conditions, peut-être, pour que on forge ce terme, la technique. Je dis comme si, parce que je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais je veux juste signaler ces faits, disons, historiques et langagiers qui sont très intéressants parce que ça pose des questions, justement, sur la dimension conceptuelle des techniques. Voilà, et inversement, sans technique, pas de concept. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors on pourrait pas de concept, on pourrait évoquer, bien sûr, on pourrait mobiliser Simondon, c'est-à-dire que pour lui, les grands schèmes de pensée du type ilémorphisme, hein, donc ilémorphisme, c'est le fait de tout penser en termes de forme et de contenu, forme et matière, forme et contenu. Je sais pas, la pensée analytique, les pensées de type mécaniste, la pensée systémique. Pour lui, tout ça a une source, est en partie basé sur un paradigmatisme technique, c'est-à-dire sur des schèmes techniques du type donner forme à la matière, le silex, mouler une brique, des schèmes techniques qui ont connu, pour des raisons très, très diverses et qui peuvent être discutées, une sorte d'amplification socio-culturelle et qui sont venus à définir un peu les schèmes de pensée d'une époque. Donc les concepts naissent, meurent, ils ont une vie et cette vie résonne fortement avec l'évolution des techniques, disons. Bon voilà, donc ça, en fait, c'est un autre moyen c'est une autre manière de dire la testac, finalement. Mais je voulais, comme on a beaucoup parlé de Simondon, et puis en plus j'en parlerai encore, je voulais évoquer un philosophe dont on n'a pas parlé, qui s'appelle François Dagonier, notamment pour lui rendre hommage, puisqu'il est mort l'année dernière. Donc c'est un philosophe qui se dit, non pas matérialiste, parce qu'il ne prétend pas savoir ce que c'est que la matière, mais matériologue. Il s'intéresse à toutes les dimensions matérielles de notre vie quotidienne et de notre pensée censée être la plus abstraite. Vous avez une petite idée, je ne sais pas si vous arrivez à lire les titres, des bouquins qu'il a écrits. Il a peut-être écrit, je ne sais pas, 30 bouquins. Et je vous lis juste cette citation, qui est extraite d'une interview dans Le Monde en 1993. « Le monde des objets, qui est immense, est finalement plus révélateur de l'esprit que l'esprit lui-même. Pour savoir ce que nous sommes,
ce n'est pas forcément en nous qu'il faut regarder. Les philosophes, au cours de l'histoire, sont demeurés trop exclusivement tournés vers la subjectivité, sans comprendre que c'est au contraire dans les choses que l'esprit se donne le mieux à voir. Il faut donc opérer une véritable révolution, au sens il faut faire pivoter son regard, en s'apercevant que c'est du côté des objets que se trouve l'esprit, bien plus du côté du sujet. Donc, je pense que c'est un peu résonné avec ce que Xavier a dit, même si dans ce genre de propos, qui n'est pas un propos élaboré de philosophe, c'est une interview, il y a toute une série de dualismes que, apparemment, Dagonier ne remet pas en question. Mais bon, ça donne quand même l'impulsion pour aller regarder un peu du côté des objets. Et donc, je finis là pour les préliminaires. Le plan de mon intervention, c'est le suivant. Je vais partir de la manière dont Gilbert Simondon construit, je vais essayer d'aller vite parce qu'on a vu ça, construit un concept d'objet technique qui est irréductible à un objet scientifique, qui ne peut pas être confondu, réduit à un objet scientifique. Donc ça va être la première partie, comment il construit ce concept d'objet technique et comment on peut le différencier d'un objet scientifique. Vous verrez que en fait, ce n'est pas si évident. En deuxième partie, j'évoquerai les pensées de la technoscience, TS, donc c'est technosciences, et un projet auquel moi-même j'ai participé avec d'autres chercheurs que je citerai tout à l'heure sur l'articulation et la distinction qu'on peut faire entre objet scientifique et objet technoscientifique. Et puis pour finir, je poserai la question de la distinction entre ces objets technoscientifiques et des objets techniques tels que Simondon construit un concept, disons un mode d'approche de leur mode d'existence. Et je poserai vraiment juste la question, parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai pas encore les outils pour le faire. Et ce qui sera rigolo, c'est que dans la catégorie objet technoscientifique, j'évoquerai beaucoup, je prendrai beaucoup comme exemple ces êtres bizarres dont Xavier parlait, puisque c'est des objets qu'on a partagés dans des recherches qu'on a fait dans divers projets sur le terrain, en allant embêter des scientifiques dans leur laboratoire. Alors, on y va. En 1966, et puis évidemment, je n'aurai pas le temps de finir tout ce que je veux dire. C'est bien parce que je n'ai pas fait de conclusion. En 1966, Gilbert Simondon est interviewé par un monsieur qui s'appelle Yves Deforge, devant un magnifique tableau de Fernand Léger, je crois. Alors Yves Deforge, on a vu passer son nom plusieurs fois cette semaine. C'est une figure un petit peu oubliée aujourd'hui, mais c'était un thésard de Simondon. Je crois qu'il a fait une thèse sur l'invention. Et c'était surtout quelqu'un d'important pour l'UTC, puisque Denielou, paraît-il, était très proche de lui. Donc Deforge était un des premiers chargés de cours. Alors ça s'appelait même pas sciences, on ne parlait pas de sciences humaines, me semble-t-il. Il enseignait en design et il donnait un cours de génétique de l'objet industriel et puis design industriel, je crois. Et donc c'est quelqu'un d'important ici, et puis surtout c'est quelqu'un qui avait déjà essayé de faire un peu ce que tu fais, Nicolas, c'est-à-dire d'outiller, peut-être de manière insuffisante et parfois pas de manière moins formalisée, j'ai l'impression. Lui, son but, c'était d'outiller justement les concepts de Gilbert Simondon, et puis d'ouvrir un peu ce qui était un peu trop cadenassé dans Simondon. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et donc en 1966, il n'est pas encore à l'UTC, il est inspecteur de l'enseignement technique. Il est inspecteur pour l'éducation nationale. Et depuis quelques années, en 1966, les cours de technologie ont été introduits au collège. Et donc, il fait une campagne d'entretien.
et il va voir des spécialistes, des figures éminentes des sciences humaines. Donc il y a le Roi Gourand, il y a Simondon, de l'enseignement technique, et puis de l'industrie, et il leur demande leur définition de la technologie. Et donc, Simondon, donc il interviewe Simondon. Et Simondon, bon, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Et moi, je vais juste piquer une phrase. Toi, tu avais insisté, et c'est important. Bon, je vais. Alors, quelle est votre définition de le professeur Simondon de la technologie? Est-ce que c'est plutôt du côté des techniciens ou des ethnologues, donc des sciences humaines, étudie la préhistoire, etc. Et Simondon dit, bon, c'est pas le but de l'ouvrage, hein, de donner une définition de la technologie. Il cherche plutôt, même s'il ne dément pas que, quelque part, il ne dit pas Méhote n'est pas un livre de technologie, mais il dit l'objet n'est pas définir la technologie, mais vraiment présenter une catégorie de réalité, celle de l'objet technique. Donc être orienté objet, centré objet en quelque sorte, mais effectivement, le fait qu'il insiste sur ça, sur le fait que ce n'est pas une évidence qu'on puisse parler comme ça d'objet technique, montre qu'il a fallu une construction, une élaboration conceptuelle pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse dire il y a des objets techniques, comme on dit, il y a des êtres vivants, il y a des objets esthétiques, il y a des objets sacrés, il y a, je sais pas moi, des symboles culturels. C'est pas évident, il faut instaurer cet objet, c'est-à-dire construire des moyens de le connaître, de l'approcher, de le connaître, et en même temps des moyens de le valoriser, de lui donner de la valeur. C'est en quelque sorte cette opération d'instauration par ce terme que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Étienne Souriau, on s'en fiche. Peut-être pas, peut-être qu'on s'en fiche pas, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Cette opération d'instauration, c'est en même temps faire exister quelque chose, le donner à voir, le donner à connaître et lui accorder de la valeur. Alors, parenthèse sur Étienne Souriau, c'est le philosophe des différents modes d'existence. Il a écrit, c'était un Sorbonnard des années 40, 50, et c'est lui qui a disons, beaucoup travaillé sur le concept de mode d'existence. Et effectivement, quand Simondon appelle son livre « Du mode d'existence des objets techniques », il y a probablement une inspiration très forte de Souriau, au-delà même du terme, puisque l'idée, c'est que l'idée qui est très proche de Souriau, c'est que, l'idée de Simondon, c'est que, justement, c'est un mode d'existence propre, la technique, tout comme il y a un mode d'existence, il y a une normativité propre des êtres vivants, il y a un mode d'existence propre des êtres psychosociaux, qu'il appelle transindividuels, etc. Donc c'est l'idée que chaque mode d'existence doit être approché, on doit en rendre compte dans sa propre tonalité, dans son propre mode. C'est aussi une métaphore musicale, hein, vous comprenez. Donc il y a cette idée-là qui est très forte chez Simondon. Tu avais insisté beaucoup là-dessus, Xavier. Hein. Donc, alors, le premier chapitre du mode d'existence des objets techniques peut être lu comme une réponse à la question « De quoi parle la technologie ?» Qu'est-ce qui constitue l'objet propre de la technologie? Qu'est-ce qu'un objet technique et quelle est l'individualité de cet objet? Alors, je vais passer très vite là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je vais beaucoup insister sur l'aspect individualité. Donc, c'est quelque chose que Xavier a très bien décrit dans son livre de 2005, L'essence de l'évolution technique. Je te cite, le premier chapitre du mode d'existence des objets techniques ne traite pas des mécanismes du changement technique, ça ne fait pas que décrire et analyser, mais des conditions de possibilité de la connaissance technologique. Comment faut-il déterminer le fait technique pour qu'il devienne un objet de connaissance? Alors, le problème est le suivant. La manière dont Simondon pose ce problème est le suivant. Donc ça, c'est la première ligne de la page du chapitre 1 de la page 1. L'objet technique est soumis à une genèse, mais il est difficile de définir la genèse de chaque objet technique.
parce que l'individualité des objets techniques se modifie au cours de la genèse. Donc je m'arrête là. On ne peut pas partir d'un individu, comme cette souris, pour remonter la genèse de toutes les souris, parce que leur individualité change au cours de la genèse. Donc de quel droit? Quel est mon critère? Est-ce que j'ai un invariant pour appeler ça, qui justifie que j'appelle ça souris? Une souris du passé. L'individualité change, donc je ne peux pas juste partir de l'individualité pour reconstituer le changement. Donc il faut que je cherche une sorte d'invariant, et très vite en fait, je fais des classes, des catégories, et je suis conduit à considérer qu'il y a des espèces d'objets. Il existe des souris, il existe des ordinateurs, des chaises, des prises, des lampes, etc., des tables. Et je fais très vite, comme ça, spontanément, des classes d'objets en fonction des usages. Et là, bon, je vais passer très vite. Simondon critique les classifications par usage pratique, parce qu'on l'a vu, différentes structures peuvent avoir des usages très... une même structure peut avoir des usages très différents, et le même usage peut être accompli par des structures très différentes, etc., etc., etc. Donc, donc on ne peut pas partir donc la question c'est qu'est-ce que c'est que l'individualité d'un objet technique? Qu'est-ce que c'est que l'individualité technique? Quel genre d'objet est un individu technique? Ou quel genre d'individu est un objet technique? Donc c'est une question ontologique. Et donc on ne peut pas partir d'un objet particulier. Je n'ai pas le droit de dire que ce que j'ai dans la main est un individu technique. Alors bon, j'ai peut-être le droit de le dire, mais il faut que je sois passé par toute une élaboration conceptuelle pour pouvoir le dire. Ok. Donc je ne peux pas commencer par l'individu au sens d'une chose donnée hic et nunc, ici et maintenant, là dans ma main, à 5h30. Il n'est pas encore 5h30 heureusement. Et je ne peux pas non plus partir des espèces, dit Simondon. En fait, il va falloir, il va proposer de renverser, pourquoi je suis ici, renverser les termes du problème, et non pas de partir de l'individu au sens d'un particulier, ou de partir de l'individu au sens de l'individu d'une espèce, mais de partir de la genèse pour définir depuis la genèse et l'individualité et la spécificité des objets techniques. Donc ça s'appelle un geste conceptuel. C'est-à-dire, on retourne, c'est-à-dire un concept vient répondre à un problème en reconfigurant le problème. Ce qui est intéressant, c'est que les philosophes sont un peu les as de ce genre de retournement qui s'appelle un geste conceptuel, mais que c'est aussi des choses qu'on fait, me semble-t-il, en conception, en ingénierie. Bon. Donc on va partir en gros de la genèse, on va partir de ce qu'on peut appeler la lignée ou la série. Vincent Bontemps avait rappelé que lignée, il avait remarqué que c'était une métaphore, un registre qui était plutôt biologique, et série, un registre plutôt mathématique, mais chez Simondon, l'idée est la... Simondon emploie plutôt lignée, mais l'idée est la même. On va partir de la série, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est donc dans cette série évolutive, cette lignée évolutive. Alors évidemment, c'est très difficile de déterminer ce qu'est une série. Confère les travaux d'Éric Boéda. C'est vraiment soumis à discussion, etc. Mais ce qui est important de comprendre, je le dirais comme ça, c'est qu'est-ce qui évolue dans cette série? Eh bien, moi je dirais que ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu qui évolue. L'individu n'est pas le sujet de l'évolution technique au sein d'une série ou d'une lignée. C'est ce que Simondon appelle le schème technique. Donc, l'individualité
de l'objet technique, elle est très spéciale, puisque ce n'est pas l'individu d'une classe, ce n'est pas l'individu particulier ici et maintenant, c'est une individualité distribuée dans l'espace et dans le temps à travers une série. Et puis j'aime bien série parce que ça fait aussi penser à la standardisation. C'est quelque chose comme une singularité générique. C'est pas du particulier, c'est pas de l'universel, c'est quelque chose comme... Voilà, c'est une contradiction, c'est un oxymore, mais c'est une singularité générique. Donc, le schème technique définit, c'est ce qui définit l'individualité technique telle qu'elle est extrêmement bizarre, puisqu'elle est distribuée, elle est relationnelle, on a insisté là-dessus, et elle est distribuée dans l'espace et dans le temps. Moi je le comprends comme ça, elle est distribuée spatialement par son milieu associé et temporellement par ces dynamiques que Simondon définit, qui sont notamment la concrétisation et ce qu'il appelle la loi de relaxation. En quoi dire que l'objet technique est un individu technique parce qu'il a un milieu associé, c'est dire que l'individualité est distribuée dans l'espace. Je vais essayer de justifier cette proposition que j'ai avancée. Eh bien parce que, donc ça vous connaissez par cœur, hein, la différence entre la turbine plus abstraite du groupe Kaplan et la turbine de Guimbal, qui est pour Simondon l'objet concret par excellence. Donc je ne vais pas vous réexpliquer, sinon ça me prendrait trop de temps. Mais ce qu'il explique, c'est que, vous savez, l'astuce, non mais vous connaissez ça j'espère, l'astuce pour plonger le générateur, là vous avez un générateur, là vous avez une turbine, là vous avez vraiment un turbogénérateur, ça devient un seul et même objet concret intégré dans la conduite forcée du barrage. Et l'astuce, c'est en fait un réseau d'astuces, mais parmi les points de ce réseau d'astuces, il y a l'huile et l'eau qui est dans le carter et qui protège les points sensibles où il y aurait pu y avoir des sérieux problèmes d'étanchéité entre la turbine et l'alternateur. Et en même temps, l'huile étant moins dense que l'eau, elle reste, plus ça tourne, plus elle vient lubrifier les mécanismes. Et vu qu'il y a la turbulence de l'eau autour, normalement ça devrait, à l'air libre, ça surchaufferait, ça exploserait. Dans l'eau, ça va assurer un refroidissement relativement efficace. Donc ça, c'est ce que Simondon appelle, ce bain d'huile et d'eau, c'est ce que Simondon appelle le milieu associé, c'est-à-dire un milieu à la fois naturel et artificiel qui permet à l'objet technique d'être auto-corrélé et donc d'être très, très individué, très individualisé. Et justement, donc c'est pas ça que je voulais expliquer, mais je voulais expliquer quand même. Cette concrétisation très forte à travers un milieu associé, enfin, le fait d'être un individu technique en ayant un milieu associé, ça permet à l'individu technique d'être transposable dans différents lieux sans avoir à être à chaque fois complètement réadapté, reconfiguré, prothétisé pour ces nouveaux environnements. C'est pour ça que, enfin c'est ce dont témoigne le fait que la turbine Guimbal, contrairement à la turbine Kaplan, est réversible. C'est-à-dire que non seulement elle peut fonctionner dans les deux sens, bon, dans un fleuve vous avez toujours un sens, mais dans une usine marémotrice comme celle de la Rance, vous avez marée haute et marée basse, donc elle peut fonctionner dans les deux sens, mais en plus, elle peut aussi fonctionner non seulement comme un turbogénérateur, c'est-à-dire une turbine qui est un générateur qui produit de l'électricité, mais comme une turbopompe,
c'est-à-dire c'est-à-dire le générateur, c'est plus un générateur, c'est un moteur. Il fait tourner la turbine comme une pompe, et donc pendant les heures creuses d'EDF, parce que le courant coûte moins cher, il accélère, et en gros il accélère le travail de la marée. Donc ça, c'est le fait que en ayant là c'est un niveau comme ça très poussé de corrélation au milieu associé, l'objet technique devient transposable, parce qu'en quelque sorte, il transporte avec lui son milieu associé. Ce qui est à la fois très beau et très, ça peut être très effrayant, parce que ça, l'environnement aquatique, le biotope de l'estuaire de la Rance, il a été considérablement modifié. Enfin, ça pose plein de questions. Ça pose aussi la question, le fait que les objets techniques, pour se diffuser, disons, doivent aussi créer le milieu associé qui les rend possible. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme milieu associé, hein? C'est une vraie question de valeur aussi, hein. Il me reste 10 minutes. Distribuer dans le temps l'objet technique, c'est le processus de concrétisation. C'est tout, en fait, c'est tout ce que Simondon décrit en termes de temporalité d'évolution des objets techniques, qui est extrêmement bizarre. On a vu à quel point c'était bizarre dans l'intervention d'Éric Boëda. Vincent Bontemps nous a expliqué à quel point c'était compliqué. Éric Boëda aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interruptions, et puis ça reprend, il peut y avoir des cycles, il peut y avoir des évolutions en dents de scie, et donc il y a des régularités, il y a des lois, il y a une structure temporelle, il y a une structure pulsatile, une rythmicité propre, et qui ne ressemble pas autant... Alors, on peut faire des analogies avec les temporalités du vivant. Simondon est très content qu'on fasse des analogies, mais elles ont une limite, elles ne doivent pas être une assimilation, parce qu'il y a des choses que le vivant ne peut pas faire. Interrompre une lignée et puis la reprendre 500 ans après. Enfin bref, on pourrait toujours imaginer plein de choses, mais il y a des choses très spécifiques à la technique en termes de temporalité. Et tout ça, je veux dire, ces modes de spatialisation et de temporalisation définissent un régime d'individualité qui est unique et qui est celui de l'objet technique. Voilà. Et ça, ce n'est que l'objet technique individuel. Après, Simondon ne s'arrête pas aux individus, il y a les ensembles, les réseaux, etc. Mais rien qu'au niveau du type d'individu, c'est, en termes de mode de temporalisation et de mode de spatialisation, c'est quelque chose qui n'est pas assimilable ni au vivant, ni à l'humain. Et ce n'est pas forcément un temps chronologique. Bon, voilà, donc j'ai parcouru à grands traits cette thématique. Je voulais ensuite savoir à quel point Simondon distinguait l'objet technique de l'objet scientifique. J'avais pris des photos de mon livre parce que je n'ai pas eu le temps de recopier les citations. En fait, il y a une grosse tension, une grosse ambiguïté chez Simondon. Ne lisez pas ça pour l'instant, la tension, l'ambiguïté, elle est là. Elle est surtout là. C'est que d'un côté, l'objet technique n'est pas la traduction matérielle d'une représentation intellectuelle, donc ce n'est pas l'application d'un champ du savoir scientifique dans la matière, ou alors ça peut être ça, mais c'est un objet abstrait. Pourquoi ? Parce qu'une des différences, c'est que l'explication scientifique, elle essaie un peu de mobiliser toutes les ressources pour expliquer un effet. Je sais pas moi, l'effet photoélectrique, le phénomène du corps noir, la radiation du corps noir, etc. Alors qu'un objet technique fonctionne selon toutes les lois de la nature, connues, inconnues. Et donc, il y a l'ambiguïté dans la question de savoir si Simondon fait une distinction ou pas entre objet technique et objet scientifique. C'est que des fois, il dit c'est finalement qu'une question d'imperfection des sciences.
Si les sciences connaissaient toutes les lois de la nature et savaient les appliquer à toutes les échelles, ce qui semble complètement délirant, finalement, il n'y aurait pas de différence entre l'objet technique et l'objet scientifique. Mais finalement, là, il a l'air de dire que il n'a pas l'air de dire si, en principe, en droit, les sciences pourraient le faire. Il laisse un peu la question ouverte, il est très ambigu. Et c'est justement son élève, Iseforge, qui est beaucoup plus clair, qui dit que non, que les sciences n'ont pas vocation à expliquer tout. De toute façon, c'est impossible. De toute façon, il y a des séparations, disciplinaires. Donc que ça ne pourra jamais être le cas, et donc qu'il faut vraiment distinguer l'objet scientifique de l'objet technique. J'essaie de vous citer une petite phrase qui pourrait dire ça de manière claire et synthétique. Alors donc il interprète comme ça Simondon. Pour professeur Simondon, l'objet technique se distingue en fait de l'objet scientifique parce que l'objet scientifique est un objet analytique visant à analyser un effet unique avec toutes ses conditions et ses caractères les plus précis, alors que l'objet technique, bien loin de se situer tout entier dans le contexte d'une science particulière, est en fait le point de concours d'une multitude de données scientifiques, provenant des domaines scientifiques les plus variés, intégrant en apparence les savoirs les plus hétéroclites et qui peuvent ne pas être intellectuellement coordonnés, alors qu'ils le sont pratiquement dans le fonctionnement de l'objet technique. Et donc il dit que il dit que les sciences doivent accepter l'existence d'une systématique des relations organiques, sorte d'écologie technique, qui s'appelle la technologie. Il donne une définition, etc. Et donc, lui, il fait clairement la différence entre technologie et ce qui serait une science. La technologie est un savoir, mais elle n'est pas un savoir au sens où il y aurait des sciences qui seraient fondamentales puis appliquées. Et quand il dit que ça colle avec Simondon, quand il parle de technologie comme science des corrélations et des transformations, il insiste bien sur le fait que le terme de science doit être pris dans son acception la plus générale. Donc on peut penser que finalement, ça inclut les sciences humaines, et ça inclut notamment l'esthétique industrielle, c'est-à-dire le design. 5 minutes. J'aurai pas le temps de vous parler des technosciences. Je vais parcourir ça à toute vitesse. Technosciences, c'est un terme qui a été utilisé dans des acceptions vraiment très différentes. Gilbert Rotoy, philosophe qui en revendique la paternité, l'a présenté comme une rupture historique consistant dans le fait que la technique devienne à la fois le milieu de développement, le moteur et la cible, le télos, le but de la recherche scientifique. Et pour lui, c'est une rupture historique. Et en fait, il a porté cette expression, il l'a mise en avant pour un peu réveiller les philosophes de leur sommeil dogmatique. Ils étaient endormis. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, disons que on peut dire que la philosophie, c'est ce qui prend soin du symbolique, du sens qui fait qu'on est humain. Et Rotoy dit, aujourd'hui, on ne peut plus dire que ces activités qui prennent en charge ce qui définit l'humain, ce soit des activités symboliques, ce sont des activités techniques. Et donc, réveillez-vous les philosophes, allez voir ce qui se fait et essayez de le penser au lieu de vous enfermer dans le langage. Donc c'était vraiment l'usage polémique qu'avait promu Rotoy. Mais il l'analysait en termes de rupture historique, on a changé d'époque. Un peu comme Bernard Stiegler aime bien le dire, on a changé d'époque, où il n'y a plus d'époque, c'est une nouvelle ère. Voilà. Bruno Latour, pas du tout. La technoscience n'est rien d'autre que la science telle qu'elle se fait, telle qu'elle s'est
toujours fait. C'est-à-dire qu'en fait, le sociologue des sciences qui va faire du terrain, qui va faire de l'anthropologie de laboratoire, pour être fidèle à ce qu'il voit pour le décrire, il ne va pas dire science, il ne va pas dire technique, parce qu'il ne voit jamais des techniques, il ne voit jamais des savoirs purs, il voit des espèces de choses hybrides ou indifférenciées, des réseaux hétéroclites dans lesquels sont inclus des humains, des non-humains, des molécules, des instruments, des collègues, des publications, des écrans, tout ce que vous voulez. Et ils disent, voilà, c'est ce bordel-là, c'est la science en live, la science telle qu'elle se fait, c'est la technoscience. Et en fait, on ne peut parler de science ou de technique que quand on a produit un résultat, on a stabilisé les médiations, comme l'a montré Sophie Houdard sur le LHC, et ensuite on peut dire, bon ben voilà, il y a d'un côté les humains, de l'autre les non-humains. On fait une opération de purification. Et donc finalement, pour lui, la technoscience, c'est la science telle qu'elle se fait et pas la science telle qu'elle se dit, et la science a toujours été technoscience. Alors il y a aussi les usages critiques. Ah oui, je les ai mis à droite. Les dénonciations diverses qui disent que la technoscience est responsable de toutes les perversions de la crise, crise climatique. C'est la contamination de la science qui était noble et pure par la vilaine technique, mais qui est en fait une espèce de bras armé des intérêts économiques et du capitalisme. Et donc la technoscience devient le symbole du mal absolu. Bon, finalement, on a des usages qu'on peut critiquer. Quand Gilbert Autois dit c'est une rupture épistémique, c'est une rupture, épistémique, mais c'est une rupture radicale. On peut regarder finalement il y aura toujours un historien qui va regarder dans le passé, qui va dire bah non, les gars, ça marche pas. Et donc, je sais pas, simplement, moi, je m'intéresse beaucoup à la chimie. Si on regarde la chimie, on ne peut pas dire qu'avant, il y avait la science chimique et puis qu'au 19e, on s'est mis tout à coup à faire des applications. Il y a toujours eu la chimie comme technoscience, à la fois une connaissance et puis une pratique de transformation de la matière. Et puis, quand on a institutionnalisé des chaires de chimie et qu'en même temps, on a massivement investi dans l'industrie chimique, on a créé la distinction entre chimie pure et chimie appliquée. Voilà, je me demande même si la taille des silex, c'est pas de la technoscience. Ça m'a vraiment questionné. Et puis Bruno Latour, la critique qu'on peut lui faire, c'est que finalement, il y a un aspect hegelien dans l'histoire qu'il nous raconte. C'est-à-dire hegelien, c'est le fait que on prenne conscience à la fin du processus, de ce qu'a été le processus. Donc les sciences se sont crues modernes, se sont crues sciences pures, ont rêvé de ce qu'elles voulaient être, et à la fin elles s'aperçoivent que on est entouré de cyborgs, de virus, de bactéries synthétiques, et donc qu'on a créé un monde hybride. Et donc elles s'aperçoivent qu'elles sont technosciences, comme si ça avait été leur destinée. Et donc, ce que je vais annoncer sans pouvoir en parler, c'est un projet dans lequel nous avions, avec Bernadette Bensaud-Vincent, qui viendra demain, Alfred Nordmann, philosophe des techniques à Technische Universität à Darmstadt, et Astrid Schwarz, qui est philosophe spécialiste de philosophie de l'environnement et qui est maintenant à ETH Zurich. Nous avions en fait essayé de construire ce qu'on appelait modestement une ontologie des technosciences. Alors, ce n'était pas vraiment construire une ontologie des technosciences, mais c'était voir les ontologies locales en fonction des objets et comment les raconter en racontant, en ayant une approche narrative des objets pour montrer comment, en quelque sorte, objet par objet, on pouvait dire, voilà, par exemple, le carbone, quand Mendeleïev le définit comme un élément chimique, dit que c'est une substance, que c'est invisible mais c'est réel, et que ça sous-tend l'identité des transformations de la matière, enfin de molécule en molécule. Et bien là, il construit une métaphysique substantialiste
Bon, il est plutôt en train de construire un objet sublimé, comme dit Bernard, un objet avec lequel il crée une distance, et donc typiquement un objet scientifique. Donc la science, les objets scientifiques, je vous dis que peut-être ça existe, mais ils ont un mode d'existence particulier. Et par contre, quand on fait pousser des nanotubes de carbone pour faire passer des photons à l'intérieur, là, on est vraiment plutôt dans une approche. C'est pas une approche, justement, on essaie de caractériser les objets. On est en train d'élaborer un objet technoscientifique, là, pour le coup. Et j'avais un désaccord, je vais essayer de l'exprimer, avec très vite, avec les commentaires qui ont été faits à partir de ce que Sophie Houdard a fait sur le LHC comme objet technoscientifique. Alors, il y a un désaccord. C'est pas vraiment sur le LHC, c'est sur le boson de Higgs, donc l'objet du désir de cette machine la plus grande de l'univers. Il me semble que le LHC est un objet technique. C'est sûr. Unique au monde, du coup c'est pas un objet standardisé, donc ce serait ouais. Et par contre, il me semble que ce que font tout ce travail de stabilisation des trajectoires des particules, tout ce travail des opérateurs, ce travail de calibrage constant, de rééquilibrage du cyclotron et tout, il me semble que donc ce sont des actes qui sont destinés à un objet technique, qui ont un rapport avec un objet technique, mais il me semble qu'ils visent quand même une espèce de purification, là pour le coup, pour reprendre le terme de Latour, qui vise à justement aligner toutes les médiations, toutes ces petites médiations dont a parlé Sophie, pour qu'à la fin, il n'y ait plus que l'infiniment petit, l'infiniment grand, donc une espèce de distance infinie entre ce qu'on va représenter par cette machine, grâce à cette machine, et l'objet qu'on va représenter. Et il me semble que là, quand on produit cette distance qui fait qu'on va couper toutes les médiations d'échelle, on est dans la production d'un objet scientifique et pas dans la production d'un objet technoscientifique. Parce que même si c'est du big data en quelque sorte, le boson de Higgs, enfin c'est des moyennes statistiques. Je pense que dans les motivations, on a intérêt à s'assurer, et ce qui est étonnant, c'est que tous les opérateurs convergent vers ce but, à s'assurer que l'objet qu'on va individuer, ça va pas être un artefact produit par la machine. Pour moi, c'est pas très différent de ce qu'on faisait dans les pompes à vide au XVIIe siècle, c'est-à-dire ces expériences sous vide, où finalement on disait bon ben voilà, on a une machine pour produire des phénomènes qu'on ne pourrait pas produire autrement, pour produire des phénomènes purifiés. Et donc, oui, c'est nous qui faisons parler la nature. Mais pour le scientifique, il me semble qu'à la fin, il doit pouvoir dire « nous faisons parler la nature, mais c'est la nature qui parle ». Je ne dis pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je suis d'accord ou pas. Je pense que c'est l'objectif et c'est le type d'objet que le scientifique construit. Tandis que si je veux faire pousser donc j'avais plein d'objets, pousser des nanotubes sur des catalyseurs pour avoir des jolies formes et montrer toute la diversité dont je suis capable, que je suis capable de produire. Là, je me fiche de savoir si cet objet, je me fiche de séparer, de purifier ce qui vient du dispositif de production de ces objets et ce qui vient de la nature elle-même. Je veux les associer le plus possible. Et donc là, il me semble qu'on est typiquement dans la construction d'objets technoscientifiques. La souris Oncomouse, ce n'est pas une représentation du cancer. On appelle ça un modèle du cancer. C'est un modèle animal du cancer. Mais ce n'est pas une représentation. Dans représentation, vous avez re. Re, c'est la distance entre
la représentation, c'est-à-dire une image, un modèle, un graphe, une théorie, ça peut être une représentation mentale, bon, et le réel représenté. On ne sait pas s'il existe, mais il est au loin. En tout cas, vous avez une représentation quand vous avez cette distance. Et ici, la souris Oncomouse, c'est une incarnation du cancer. Elle est un cancer, donc vous ne pouvez pas purifier ce qui vient de l'intervention de l'humain, ce qui vient de l'intervention de la nature. Et vraiment, je finis. Et donc, c'est technoscientifique. On peut énoncer des critères. Ça, je n'oserais pas le montrer parce que j'ai pas assez parlé. Et pour finir, finalement, en se focalisant dans ce projet, donc c'est une espèce d'ajournement, de mise à jour, peut-être de critique, d'autocritique, en se focalisant dans ce projet sur la différence science-technoscience. Enfin, disons que c'était plus les Allemands qui voulaient vraiment se focaliser sur la dualité science-technoscience. Et côté français, avec Bernadette Bensaud-Vincent, on voulait plus éclater les modes d'existence. Mais finalement, forcément, on ne pose pas la question de savoir ce que la technoscience fait aux objets techniques. C'est-à-dire, qu'est-il arrivé aux objets techniques et finalement, je vais quand même montrer la manière dont j'ai un peu... voilà. Qu'est-il arrivé aux objets techniques ? Est-ce que c'est pas... Parce que nos objets techniques, ils sont... Bon, Simondon, c'est des objets industriels, mais ils sont quelque part... Ils sont encore quelque part par là. C'est des objets dont on peut faire une technologie au sens de Simondon. Alors donc, c'est... le schéma que Guillaume avait présenté, moi je suis d'accord avec la structuration, l'économie globale du schéma, et simplement on avait eu cette discussion avec Guillaume, que ce qu'il appelait technologie, moi je l'appellerais volontiers technoscience, sauf que le caractère, vraiment le lien entre fondamental et appliqué, pour moi c'est plutôt une dissolution, parce qu'on a des pratiques qui ne sont ni de la science fondamentale, ni de la science appliquée. Donc dans certains cas, pour le cas de ces objets étranges, plutôt qu'une codétermination, j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses plus spécifiques. Mais si on parle de technosciences, du coup, la technologie, où est-ce qu'on peut la placer ? Je crois qu'on a vu ça avec aussi Liliane Hilaire-Pérez, qu'on pouvait la placer là, c'est-à-dire dans cette transition entre des techniques en symbiose avec l'humain, voilà, dont le mode d'existence est à l'échelle de l'homme, et puis des macro-systèmes technologiques, etc. La technologie, elle est quand même intervenue là dans la mise en forme des savoir-faire, et elle est intervenue comme autant c'est vrai, de sciences appliquées ou de secteurs d'ingénierie, et le projet global d'une technologie générale s'est effondré sous son poids. C'est quelque chose que tu avais expliqué. Mais du coup, si on met la technologie là, est-ce que la technologie et c'est quand même aussi en partie la technologie qui est faite à l'UTC, me semble-t-il. Je ne sais pas, codifier les savoir-faire, ce que fait Cécile Le Gallay à BMBI, c'est en partie codifier les savoir-faire de la culture matérielle en milieu médical, et puis comment le traduire le formaliser, le traduire dans des bons dispositifs, avec un aspect quand même standardisation, rationalisation, mais qui va tenir compte d'une culture instrumentale qui est plutôt artisanale, tacite, qu'on va étudier pour la mettre en forme, la mettre en raison, la mettre en science peut-être. Et donc, c'est aussi cette technologie qu'on fait, me semble-t-il, à l'UTC. Mais est-ce que la technologie qu'on ne veut pas faire aussi, elle irait un peu dans l'autre sens ? Non pas qu'elle reviendrait en arrière à cette espèce d'utopie d'un retour à l'artisanat, ce qui est impossible, même s'il y a aujourd'hui des nouvelles synthèses avec les Fab Labs, etc. Quand vous allez dans le Fab Lab, finalement, vous dites que vous faites du prototypage, mais vous faites aussi de l'artisanat. Est-ce que ce ne serait pas aussi retrouver, justement, retrouver de l'objet à travers une culture technique, retrouver des questions de normativité, des questions de valeur, retrouver
la technique dans la technoscience. Est-ce que la technologie, ça ne servirait pas aussi à ça? Éventuellement, donc, et évidemment, ce ne serait pas un retour en arrière, ce serait un pas en avant, et donc ce serait une boucle en spirale qui avancerait quand même et qui produirait du changement. Je vous remercie de m'avoir supporté. D'accord. Je propose que, puisqu'il ne reste que 10 minutes, tu restes là et qu'on fasse sauter nos petites habitudes pour ne pas prendre trop de retard. Donc, on va prendre une ou deux questions à chaud. Donc, ça sera 1, 2, 3, on en a déjà 3 et 4. Okay. Donc, d'abord. C'est très rapide, c'est juste une toute petite précision sur la dernière chose que vous avez dit. Est-ce que la technologie ne servirait pas aussi à retrouver des techniques dans les technosciences? C'est ça que vous avez dit? Ouais. Je ne comprends pas comment est-ce que la technologie que vous assimilez aux technosciences, il y a une dissociation fondamentale sur s'appliquer, peut permettre de retrouver la technique dans les technosciences. Ok. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce dont témoigne le phénomène des technosciences, hein, si on essaie de lui donner une spécificité, si on essaie de le penser, ce que j'essaie de faire, c'est que les individus techniques, en fait, ne sont plus à notre échelle. On peut quand même en trouver, évidemment, tout ne change jamais complètement, mais ils sont à l'échelle cosmique. Je cherche un... Voilà, cet ordinateur-là, j'ai pas un individu technique dans mes mains, là. Je ne sais même pas comment le qualifier. Est-ce que c'est une société une société d'individus? Enfin, en tout cas, j'ai quelque chose qui est dans un ordre de grandeur médian, qui est connecté via Internet, des satellites et tout, à des échelles qui sont cosmiques, qui sont à l'échelle d'ordre de grandeur de la planète, ok? Puis les océans sont câblés, etc. Et à travers les microprocesseurs et les nanotechnologies dedans, à des ordres de grandeur micro, nano, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et les trucs high-tech auxquels on a affaire aujourd'hui, souvent c'est ça. C'est-à-dire on n'a plus accès à des objets techniques qui seraient donnés à voir, à ressentir. Et c'est à mon avis, c'est un des problèmes que posent les technosciences pour la question de comment gérer, prendre en charge la constitutivité humaine de la technique aujourd'hui, quoi. Cette transduction homme-technique, comment on l'opère quand les techniques, les dimensions opératives de fonctionnement des techniques sont infiniment excentrées, et du coup, l'humain, il y avait quelqu'un qui avait dit ça, je crois, le premier jour, l'humain lui-même s'excentre est excentré de lui-même, de ce qui le fait humain. Il est étranger à ce qui le fait humain. Voilà pourquoi, à mon avis, la question de la culture technique ou technologique, c'est moins dans les savoir-faire qu'elle réside, même si les savoir-faire peuvent contribuer à faire émerger des choses, à rendre visibles des choses, mais c'est dans les valeurs qu'elle donne aux individualités, aux individuations techniques qui se déploient à d'autres échelles, dans d'autres modes d'existence, qui sont presque comme des mondes parallèles que nous, et que nous ignorons royalement, que nous traitons comme des esclaves. Ça, c'est la manière dont pense Simondon, et je suis assez d'accord avec lui. Et c'est en ce sens que je disais avoir une technologie préoccupée aussi de valeurs, c'est-à-dire dans le logo, il y a du savoir, mais à un moment, on ne peut pas séparer la question du savoir et la question des valeurs. C'est en ce sens qu'il faut retrouver des objets techniques. Donc quand je disais la technique, je parlais d'objets techniques dans l'espèce de technosphère qui nous entoure. Il y avait juste derrière une question. Oui, je vous chaîne, mais je crois qu'il y avait derrière quelqu'un qui a posé une question avant. C'était vous qui avez levé la main. On veut bien 2, 3.
sinon, si c'était quelqu'un d'autre. J'aimerais bien en savoir plus, justement. Alors, on peut, ça se laisse deviner un peu à travers ces livres. Il y a celui de 70, donc c'était avant l'UTC. Il y a celui de c'est 90. Il y a celui qui s'appelle de la culture aide-moi Timothée. Voilà, de l'éducation technologique à la culture technique. C'est 92, ouais. Et la génétique de l'objet industriel, 85. Mais non, franchement, j'en sais pas beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'il partait à la différence de... Il disait, bon, Simondon, ces exemples, c'est pas vraiment des... Ce sont des exemples un peu idéalisés et sont des machines à penser, quoi. Qui servent de tremplin un peu pour la démarche du philosophe. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est vraiment prendre des objets particuliers ou des projets et puis faire un processus de conception ou une analyse, donc une espèce de rétro-processus de conception pour comprendre le devenir de l'objet. Et il attachait autant d'importance aux critères économiques qu'aux critères technologiques au sens Simondon, technique pure, qu'aux critères culturels. Il avait ça de peut-être plus flexible que Simondon, que pour lui, il n'y avait rien qui était de l'ordre, disons, de l'inessentiel, ou c'était beaucoup plus ouvert. Mais concrètement, les cours, je sais pas comment ça se passait. J'aimerais bien en savoir plus. Donc il reste 2 questions. Moi, c'est une question. Vous avez dit au début de votre présentation qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas d'objet technique et pas de technique sans concept. Et du coup, les outils, par exemple les BIFAS, les SILEX que nous a présenté Eric Boyda, en suivant cette analyse, c'est pas tellement des objets techniques, c'est plus des outils, parce qu'au moment où on les faisait, on n'avait pas de concept de ce qu'on était en train de faire, donc on ne pouvait pas les penser, donc on n'en fait pas sous le coup d'un objet technique, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Mais d'un autre côté, comme rétrospectivement on a réussi à calquer des concepts et qu'on a réussi à les penser, est-ce que ça fait de ces outils des objets techniques ou pas? J'ai peut-être exagéré quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de... Non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, moi, alors, je ne sais pas si je serais d'accord avec ce que tu as dit, Charles, sur le fait qu'il n'y avait pas de mémoire de l'outil. Si, il y a une mémoire. Ouais. Il y a forcément une mémoire. Maintenant, elle est pas forcément, elle peut ne pas être culturelle. Oui, non, mais voilà. Il y a un concept. Moi, je pense qu'il y a des... Visé, si Oui. il y a un stéréotype visé. Oui. Il y a un concept de standard, mais ce concept, il est dans le vivant. Il est dans le vivant. Moi, je pense qu'il est dans la... Enfin, je répondrai de manière provocatrice qu'il est aussi dans la pierre. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est encore une fois une provocation, mais c'est pour forcer le trait, mais quelque part, à partir de ce que nous a présenté Eric Boyda, on pourrait dire que c'est aussi la pierre qui a domestiqué l'homme. Enfin, je veux dire... et donc, les concepts, on ne les invente pas. C'est pas juste un effort de... Oui, c'est quand même un effort de pensée, mais c'est aussi arriver à avoir une écoute à la matière, arriver à avoir un rapport, passer par un rapport artistique d'ailleurs, un rapport esthétique autre qu'un rapport de pure utilisation. Ça permet de saisir aussi des processus qui peuvent ensuite continuer leur histoire dans les constructions intellectuelles que l'on va faire. C'est en ce sens qu'il y a... C'est précisément la continuation de l'outil
détaché du corps. Je crois qu'il y a Guillaume qui voulait Guillaume, ajouter Juste un une élément. votre façon de voir les choses me semble très bonne et je ne pense pas que c'est une contradiction entre ce que vous venez présenter et ta façon de présenter. Moi, j'adhère tout à fait à ce que tu dis quand tu dis qu'il n'y a pas d'objet technique sans concept. Et ce que tu as présenté sur l'histoire du mot technique. Disons que pour moi, il y a des concepts immanents, quoi. Le concept, c'est pas un schème de pensée transcendant qui soit transcendant dans nos représentations mentales ou transcendant dans un ciel des idées. C'est pas ça. C'est pas une idée en plus, un concept, justement. L'immanence, mais en tout cas, ce qui est net, c'est que si un historien d'économie va regarder ce qui se fait, ça fait très bien fait par l'historien de l'Antiquité, va regarder ce qui se fait dans l'Antiquité, il n'y a pas d'économie. Enfin, il n'y a pas ce que nous, on appelle l'économie. Il y a d'autres choses, il y a des formes d'échange, il y a tout ça. Mais c'est complètement anachronique de balancer cette catégorie-là. C'est pas pour rien que le terme technique, il apparaît au 19e, c'est à un moment où ça devient une activité séparée dans la société. Et donc, cette politique, on peut avoir ça sur les sociétés anciennes. Mais c'est la même chose pour l'économie, c'est la même chose pour l'art. Il n'y a pas d'art dans les sociétés autres que occidentales, contemporaines, qui ont fait une catégorie spéciale. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est le métier. Et pour moi, c'est pas contradictoire. D'un côté, très certainement, les hommes préhistoriques et femmes préhistoriques n'avaient probablement aucun moyen de dire on fait des objets techniques. Et d'ailleurs, l'histoire de l'Antiquité des techniques montre bien qu'on ne peut pas séparer acte religieux et acte technique. Le temps d'une prière qu'il faut faire pour que le métal de je sais pas quoi soit d'accord et fasse que l'objet soit réussi, et bien on découvre que ça tombe bien, c'est pile le temps de refroidissement du métal. Donc nous, on peut dire il y a un acte religieux, il y a un acte technique, il y a un acte machin, mais ça, c'est pas une séparation qui existe dans la tête des gens de l'époque. Ça n'empêche que ça ne semble pas complètement délirant de dire nous, on va étudier l'aspect technique de ces sociétés. Même si pour les gens, c'était pas en tant que tel séparé. Les deux sont pas contradictoires. Il y a à la fois pas d'objet technique sans concept, et en même temps, il fait bien des bifaces que nous, on appelle des objets techniques. Et moi, ça me pose pas de problème. Ouais, mais si Eric Boéda arrive en montrant un biface, t'as pas un objet technique, t'as un artefact. Si Eric Boéda arrive avec une série de slides qui te montre des séries de transformation, d'évolution, etc., là, on a un objet technique. Oui, mais après, ça, c'est dans la tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui permet de constituer en effet un discours sur la technique. Là, c'est autre chose. Je ne comprends même pas à ce niveau de finesse. Non, non, c'est pas. Donc on peut peut-être prendre la dernière question. Ouais, alors très rapidement, dans le triangle là, objet scientifique, objet technique et objet techno-scientifique, est-ce qu'il n'y aura pas le moyen d'introduire un quatrième sommet qui serait l'objet phénoménotechnique qui correspondrait plus à ton boson de Higgs? Ah oui, oui, oui. Et je me demandais pourquoi il n'était pas là et qu'est-ce que vous en faites de cet objet phénoménotechnique? L'objet phénoménotechnique, il me semble que ça s'appelle juste un instrument scientifique. Donc c'est un objet technique dont le fonctionnement est, dont les usages sont tout entiers au service de l'activité scientifique ou de la production d'un objet scientifique. Je ne réponds pas à ta question. Ce que Bachelard appelle le réel phénoménotechnique, c'est le réel. L'électron, c'est du réel phénoménotechnique. C'est du réel scientifique. Le boson de Higgs, c'est du réel phénoménotechnique. C'est-à-dire, pour produire le réel scientifique comme objet d'étude, comme objet scientifique, il faut de la technologie. Donc il y a de la théorie matérialisée. Ah oui, pour moi, la différence entre... Oui, Xavier me posait la question, est-ce de savoir s'il ne faudrait pas rajouter une catégorie qui serait les instruments scientifiques qui créent des phénomènes. Dans le sens où le LHC, il fabrique, avec plein de médiations, il fabrique un boson de Higgs, au sens où Bachelard parlait d'objets phénoménotechniques, c'est-à-dire des objets qui fabriquent des phénomènes. Et, il n'y a pas le boson de Higgs s'il n'y a pas le LHC. Bah, c'est pareil pour ouais. N'empêche que le postulat des gens qui travaillent là-dessus, c'est que à un moment, c'est que en principe, philosophiquement, idéalement, mais pour eux c'est très important, je crois, le boson de Higgs est séparable en pensée, en droit, de l'instrumentation qui a servi à l'objectiver, à le produire, à le fabriquer. Parce qu'il rentre dans une théorie, etc. En tout cas, moi, la distinction que je fais entre science et technoscience, elle n'est pas du tout entre
il y aurait la science serait vierge de toute technique, enfin il n'y aurait pas de technique, et il y aurait il y aurait que de la technique dans la technoscience. La science est, sauf certaines, enfin à plus des degrés différents selon les disciplines et pratiques, mais la science est une activité technique, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'un objet scientifique est un objet technique.